Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 160, je ne sais plus combien, c'est pas grave. Comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, table des matières dans la description si vous êtes intéressé de sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus justement. Et du coup, je vous propose de sauter directement dans l'actualité. La première grosse actualité de la semaine, c'est évidemment le fait que Apple a annoncé son événement de présentation de l'iPhone 12. Cet événement s'appelle High Speed. C'est un petit jeu de mots, donc en français ça veut juste dire bonjour vitesse, mais si vous faites le petit jeu de mots, c'est plus high speed, ça veut dire haute vitesse justement si vous traduisez. Donc ça veut dire certainement qu'ils vont présenter des produits de haute vitesse. Bon, c'est certainement dû au fait que la puce A14 est très rapide. Ils vont toujours faire l'habituel. C'est notre nouvel iPhone, le plus rapide qu'on a jamais fait. Hein, c'est un petit peu normal en même temps. Alors, vous imaginez, ils font hey, voici notre nouvel iPhone. Il est pire que celui de l'année dernière. Voilà, on n'a pas pu faire mieux. Ce serait un petit peu bizarre. Bref, ils vont présenter l'iPhone 12. On s'attend aussi peut-être à une mise à jour du design, notamment un design qui ressemble plus à l'iPad Pro avec des bords un petit peu flat au lieu d'arrondis. Ce qui devrait être intéressant. Donc, c'est un peu comme les iPhone 5. Donc, il y a certaines personnes qui regrettent d'ailleurs que les iPhones soient beaucoup plus arrondis qu'avant parce qu'ils aimaient bien les bords flats. Ça permettra aussi, si vous mettez une protection sur le téléphone, d'avoir un petit peu plus de place parce que le bord arrondi prend de la place en réalité. Si vous avez des bords flats, ça prend moins de place vu que c'est un petit peu plus compact. Donc, ça laisserait un peu plus de place pour une protection supplémentaire. Donc, et la plupart des gens utilisent des protections pour ceux qui se demandent. C'est même pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que les caméras dépassent des téléphones maintenant. Mais là, vraiment, la majorité des gens, plus de 50% des gens utilisent une protection en silicone ou autre chose. Et quand vous avez une protection, ça disparaît, le fait que ça dépasse, vu que la coque en silicone remplit l'espace qui fait la différence. Donc ouais, des fois, ils designent un petit peu de trucs pour aussi faire en sorte que ceux qui utilisent justement des protections, ce soit un petit peu mieux pour eux. Après, je pense que c'est plus pour être en accord avec le design des iPads et parce qu'ils aiment bien et que ça fait joli et que au moins comme ça, l'iPhone fait différent et comme ça, si vous le montrez à vos amis, ils se disent « Oh, c'est un autre iPhone, il est différent ». Il y a souvent un petit peu aussi cet effet-là avec les iPhones. Il y a aussi des rumeurs comme quoi ils pourraient faire un écran 120 Hz. Je vous rappelle qu'ils avaient été techniquement les premiers à le faire sur l'iPad Pro, voilà, 2017 littéralement, avant même beaucoup de téléphones gaming, et je suis même personnellement assez étonné qu'il ne l'ait pas fait plus tôt sur l'iPhone, certainement dû au fait que ça peut peut-être consommer un petit peu de trop, l'iPad a une très grosse batterie, donc c'est moins un problème, mais bon, on verra bien. Il y avait aussi comme quoi des rumeurs comme quoi il pourrait annoncer un casque, un vrai casque, pas genre des earbuds qui se mettent dans l'oreille, un vrai casque Apple qui du coup certainement est dû aussi au fait qu'ils ont racheté Beats, voilà un petit moment pour ceux qui se demandent, et que ils vont peut-être profiter de cette expertise pour faire leur propre casque. Et donc ça devrait être plutôt intéressant parce que jusqu'à maintenant, ils ont juste sorti des AirPods et c'est pas pour tout le monde les AirPods. Hein. Tout le monde n'aime pas avoir quelque chose qui rentre dans l'oreille. Donc un casque qui se mettrait par-dessus pour être plus confortable. Donc ça, c'était une des rumeurs. Et il y avait aussi les AirTags. Donc c'est des tags que vous pouvez accrocher à votre clé ou autre chose et ça vous permet de les retrouver plus facilement avec votre iPhone. Donc c'est des tags Bluetooth. Ça existe pas mal déjà sur le marché. Il y en a, la dernière fois que j'ai vu des tests là-dessus, ils étaient bof des fois ou ils étaient trop chers. Donc bon, c'est Apple, ce sera certainement cher, mais ils devraient plutôt bien fonctionner. On verra bien. Une chose est sûre, ça c'est une technologie moi qui m'intéresse personnellement beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leurs clés et tout ça. Personnellement, pas vraiment le cas, mais je connais des gens qui perdent souvent leurs clés, donc j'espère qu'ils vont sortir des tags intéressants et que ça va aussi motiver les autres marques à en faire. C'est surtout ça. Parce que souvent, Apple lance des nouvelles modes qui, des fois, sont plutôt intéressantes et valent vraiment la peine. Et sinon, tout ce qui est Apple Watch et tout ça, ils ont annoncé le mois dernier, je vous rappelle. Le nouvel iPad, c'était le mois dernier, tout ça. Donc ouais. Et aussi, évidemment, ce téléphone aura la puce A14 qu'on a déjà vu le mois dernier. Donc ça devrait être aussi intéressant à ce niveau-là. Il y avait aussi la rumeur comme quoi ils pourraient annoncer, c'est à peu près sûr, ou en tout cas ils vont peut-être montrer un petit peu, c'est un nouveau Mac qui serait du coup sur la puce A14 ou une variation de cette puce A14 qui, je vous rappelle du coup, signifierait le fait que Apple va transitionner ses Mac sur leur propre puce et va quitter littéralement l'écosystème Intel et carrément aussi les processeurs x86. Donc c'est assez notable ici.
Donc on verra bien, c'est demain normalement par rapport à la sortie de cette vidéo, en fin d'après-midi, début de soirée. Donc d'ici le prochain Techsama Show, ou plutôt au prochain Techsama Show, vous aurez un résumé de tout ce qui a été annoncé, donc ça devrait être intéressant. La deuxième grosse news de la semaine, c'est qu'on a eu la présentation des Ryzen 5000 de la part d'AMD, basée évidemment sur l'architecture Zen 3. Je vous rappelle que les Ryzen 3000 et 4000 au niveau mobile étaient basés sur l'architecture Zen 2. Et du coup, cette nouvelle architecture apporte pas mal de nouveautés, notamment 19% de performance en plus par rapport à Zen 2 à la même fréquence, même nombre de cœurs, donc vraiment les mêmes specs techniquement. Donc ça, c'est une grosse upgrade. Évidemment, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes parce que on ne sait pas dans quel benchmark ça a été confirmé ce chiffre. Voilà, il faudra attendre la review, mais c'est quand même une bonne indication qu'ils ont pas mal amélioré l'architecture. Ils ont d'ailleurs changé un petit peu comment c'était mis ensemble. Donc, si vous n'avez jamais vu comment était fait un processeur Ryzen, en gros, si vous enlevez le capot, la plaque de métal où il y a écrit Ryzen dessus, vous allez tomber sur les die. Les die, c'est littéralement le processeur. C'est gravé sur du silicium et c'est là que vous avez tout normalement. Ryzen est un peu particulier parce que vous avez plusieurs die. Vous avez deux qui sont des CCX qui ont les cœurs dessus et le cache. Donc c'est là qu'il y a vraiment des calculs qui sont faits. Et vous en avez un troisième qui gère juste, qui est un petit peu genre port USB, toute la communication avec la carte mère en gros. Du coup, ici sur Zen 2, on le voit, un CCX était composé de 4 cœurs avec du cache, plus, encore une fois, 4 cœurs avec du cache. Donc ils étaient un petit peu séparés. Et le problème, c'est que pour communiquer entre eux, ça rajoutait un petit peu de latence. Ça utilisait l'Infinity Fabric pour information. Mais voilà, ça marchait plutôt bien, Zen 2 a des bonnes performances, mais il y avait un petit peu de délai entre ces cœurs. D'ailleurs, un processeur qui était assez intéressant là-dessus, c'était le Ryzen 3300X, qui lui, dans son CSCX, utilisait seulement 4 cœurs sur la même partie du die, et du coup avait beaucoup moins de latence. Il était même très intéressant pour le jeu vidéo, sauf qu'en France, il était un petit peu cher. Il était trop proche du 3600. On avait un deuxième die juste à côté, avec la même configuration, 4 cœurs plus 4 cœurs. Et du coup, pour faire un processeur AMD, ce qu'il faisait, c'est que par exemple, si vous aviez le gros processeur 16 cœurs, tous les cœurs étaient activés. Si vous aviez le 12 cœurs, vous aviez seulement 3 cœurs d'activés par partie du die ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y en avait 2 désactivés à chaque fois. Les 2 moins bons ou les 2 qui posaient problème à chaque fois. C'est comme ça qu'ils font pour économiser les coûts. Si vous aviez un processeur weaker, vous pourriez vous dire « Ah, mais ils utilisaient seulement un seul die ». Non. Ils utilisaient un die où la moitié des cœurs étaient littéralement désactivés dans chaque die. Donc, aussi bien, c'était ces deux-là qui étaient activés, puis ces deux-là. Et puis sur l'autre, c'était les deux-là et les deux-là. Donc, ça pouvait vraiment varier d'un processeur à l'autre. Mais le truc important qu'il fallait retenir, c'est que du coup, vous aviez de la latence forcément entre les cœurs ici et entre les cœurs sur les différents die. Parce qu'eux aussi devaient communiquer via l'Infinity Fabric, ce qui rajoutait du délai. Maintenant, sur Zen 3, on a un CCX unifié, on peut le dire, où tous les cœurs partagent le même cache, partagent tout littéralement, et du coup, il n'y a plus de pénalité de latence entre la communication entre ces 8 cœurs. Donc, ça devrait faire en sorte que, normalement, si AMD décide de faire un 8 cœurs et qu'ils ne font pas, justement, ils ne font pas trop d'économies, ils font exprès de mettre vraiment 8 cœurs sur le même CCX, on aurait des 8 cœurs avec très peu de latence. Après, tenez compte que pour faire un 16 cœurs ou même un 12 cœurs, ils doivent rajouter un deuxième CCX, comme avec Zen 2, pour rajouter encore 8 cœurs, ou ils peuvent en désactiver pour avoir un 12 cœurs, ou pour avoir le gros processeur 16 cœurs, tout laisser activer. Donc ça, il y aura toujours une pénalité de communication entre les deux CCX. Ils ont un petit peu certainement amélioré ça, mais tenez-en compte. Donc, devrait être plutôt intéressant. Ça, c'est quelque chose qu'on devra voir justement avec les processeurs qu'ils ont annoncés, comment ils ont un petit peu fait cette architecture, ou plutôt s'ils ont respecté l'utilisation de ces CCX. Donc, notamment, ils ont annoncé 4 nouveaux processeurs. Donc, nous avons au final des processeurs qui ressemblent assez bien à ce qu'on a vu par le passé. Donc, nous avons le 5600X, qui est un 6 cœurs, qui tourne à 3,7, peut booster à 4,6 GHz. Toujours une enveloppe thermique de 65 watts, tout comme le 3600X d'ailleurs. On a un 5800X, qui est un 8 cœurs, qui est à 3,8 GHz de base et qui peut booster à 4,7. On a le 5900X qui est un 12 cœurs, 3,7 GHz de base et qui peut booster à 4,8 GHz. Et globalement, il ressemble assez bien à ce qu'on a maintenant. Les prix, c'est un petit peu le débat. Les prix sont techniquement les mêmes qu'à la sortie de Zen 2, donc les Ryzen 3000.
C'est juste que pour le moment, il n'y a que ces 3 processeurs plus le 16 cœurs. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de 5700X pour le moment. Il y en aura certainement un, mais il n'y en a pas pour le moment. Et il n'y a pas de 5600 non X. Donc, techniquement, vous avez une augmentation de prix parce que c'est le plus petit, enfin, c'est le moins cher que vous pouvez acheter. Et comme il n'y a pas une autre option encore moins chère, il y a une augmentation de prix. Il faut en tenir compte. Il y a du coup aussi eu une petite augmentation des fréquences par rapport à Zen 2, comme vous pouvez voir. Surtout dans le boost, un petit peu la fréquence de base, mais c'est surtout le boost qui a pris un petit peu plus, notamment sur le 5950X qui remplace le 3950X, qui lui peut booster à 4,9 GHz. Donc ils sont pas très loin de 5 GHz, mais pas tout à fait. Et donc ça lui permet d'avoir d'ailleurs des assez grosses performances en monocœur. Dans Cinebench, où ils ont montré le plus gros score qu'on ait jamais vu, il était à 650 points, si je me souviens bien, dans Cinebench sur un seul cœur, ce qui est assez énorme. Pour information, c'est plus de 100 points de différence par rapport au 3950X. Donc, yep, une grosse augmentation de performance ici. Après, Cinebench est qu'un seul programme, il faut voir dans les autres programmes. Donc, ils ont montré un petit peu des chiffres de performance d'ailleurs pour ceux intéressés, notamment dans les jeux vidéo. Donc, on avait. Non, ça c'est moins intéressant, c'était sûr, voilà. Donc, ça c'était le 3900 XT versus le 5900X. Donc, 12 cœurs, ils sont à peu près normalement au même prix. Faudra voir à la sortie. Et comme vous pouvez voir, on a jusqu'à 50% de performance dans League of Legends. Et là, on parle de tests en 1080p. C'est fait exprès en 1080p pour forcer la différence entre les processeurs. Tenez compte que si vous jouez en 4K, 1440p, si vous avez même une bonne carte graphique, il y a moins de différence. Parce que là, vous êtes plus limité par la carte graphique. Le processeur vous limite moins. Parce que c'est un travail. Il travaille en tandem, le processeur et la carte graphique. Donc si le processeur est un peu lent, ça ralentit la carte graphique. Si la carte graphique est un peu lente, le processeur reste là à rien faire parce qu'il est en mode « Hey, tu te dépêches, carte graphique ?» Donc là, en 1080p, vous forcez le processeur à travailler beaucoup plus parce que la carte graphique, elle, a moins d'efforts à faire pour faire du 1080p. Donc là, il faudra en tenir compte que bien souvent, par exemple le 5900X, je pense que la plupart des gens qui ont un 5900, qui auront un 5900X auront peut-être des écrans 1440p ou 4K. Mais bon, c'est quand même intéressant parce que ces changements de performance devraient être aussi applicables pour le 3600X, enfin le 5600X et aussi le 5800X. Donc, après, il faut aussi tenir compte que c'est les chiffres de performance donnés par AMD. C'est des jeux assez connus, hein, donc ils n'ont pas pris des benchmarks un peu obscurs. Même s'il y en a, par exemple, Ash of the Singularity, ça, c'est pas un benchmark très représentatif, honnêtement, personne ne joue à ce jeu-là. Mais par contre, League of Legends, PUBG, Dota, Battlefield ou même CSGO, c'est des jeux très utilisés dans le monde, donc c'est plutôt intéressant d'avoir une telle différence de performance juste avec une upgrade de processeur. Donc ouais. Il y avait aussi une comparaison évidemment par rapport au 10900K, qui est le king actuel du jeu vidéo. Et comme vous pouvez voir, le 5900X le bat dans la plupart des jeux, sauf Battlefield 5. C'était le seul jeu où il avait 3% de performance en moins. Mais du coup, on en arrive à un moment pivot, et c'était au final le plus important pour AMD avec cette sortie. Le truc c'est, oui, plus de performance c'est cool, mais le plus important, et que beaucoup de gens attendaient, c'est que AMD dépasse Intel dans les jeux vidéo. Peut-être pas tous les jeux vidéo, parce qu'il y a certains jeux très spécifiques qui auront peut-être Intel toujours en premier, parce que ça a été optimisé Intel. Mais dans la plupart des jeux vidéo, si AMD bat Intel, c'est vraiment un moment historique, littéralement. Parce que c'était le dernier truc que Intel se rattachait en mode « Hey, ouais, on n'est peut-être pas les meilleurs dans tout, mais on est très bon dans les jeux vidéo. » Et maintenant, ils pourront plus forcément le faire. Donc, yep, ça devrait être évidemment assez intéressant. Et sinon, c'est à peu près tout. Bon, les chiffres de performance, comme j'ai dit, il faudra voir les reviews et tout ça. La sortie devrait être le 5 novembre pour ces processeurs, pour ceux qui se demandent. Et c'est à peu près tout, honnêtement. Maintenant, une autre question, et que je vais mettre à part dans la table de matière, parce que c'est très intéressant, c'est la question de « Hey, j'ai déjà une carte mère, ou plutôt, je vais acheter un PC, ou refaire mon PC à neuf avec la sortie de ces Ryzen 5000. Qu'est-ce que je vais acheter comme carte mère, du coup ?» Il n'y a pas de nouvelles cartes mères, en tout cas de nouvelles séries de cartes mères qui va sortir, donc il n'y aura pas des X670 ou des B650. Les cartes mères actuelles en B550 et X570 sont les cartes mères que vous utiliserez pour ces processeurs-là. Il y en a des nouvelles qui vont quand même sortir, donc vraiment des tout nouveaux modèles que vous savez à 100% qui sont compatibles avec. Donc ça,
ça vous facilite la tâche pour ceux qui veulent pas trop, mais justement se dire, hey, genre je sais pas quelle carte mère prendre, je veux être sûr qu'elle soit compatible. Prenez les nouvelles cartes mères qui sont sorties. Maintenant, pour ceux qui voudraient une des anciennes cartes mères qui était très intéressante parce qu'elle n'est pas chère ou autre chose, c'est là que ça devient un peu plus spécifique. Alors, si vous avez déjà la carte mère, vous avez déjà un processeur AMD, mettez à jour votre BIOS, ce sera bon. Si vous êtes en B450, par contre, très attention. Donc, si vous êtes sur les anciennes cartes mères en B450, si vous êtes d'ailleurs en B350 ou en X370, vous ne pourrez pas upgrade vers ces processeurs. Si vous êtes en B450 ou en X470, là, vous avez une possibilité d'upgrade. Mais tenez compte, c'est une upgrade qui va pas forcément arriver tout de suite. Il faudra attendre que les constructeurs de cartes mères fassent une mise à jour. Et c'est une mise à jour dans un seul sens. Elle supportera seulement ces nouveaux processeurs. Et si vous faites la mise à jour, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc faites très attention. Donc ça veut dire que, en gros, vous faites seulement cette mise à jour quand vous avez votre nouveau processeur déjà sous la main. Et que vous êtes sûr que ça va aller parce que vous avez déjà vu, parce que Asus et tout ça a sorti un BIOS et ils ont dit que c'était supporté et que ce serait bon. Donc tenez-en vraiment compte. Maintenant, si vous êtes sur carte mère B550 et X570, faites juste une mise à jour vers le dernier BIOS. Il y a déjà des BIOS qui sont déjà en train de sortir maintenant, qui sont compatibles avec ces processeurs. Donc, nickel, no problemo pour vous. Maintenant, pour ceux qui achètent, le truc, c'est un peu plus compliqué. AMD dit que ces nouveaux processeurs pourront démarrer dans le BIOS avec la dernière mise à jour Agisa. Donc Agisa, c'est le nom de code qu'ils donnent au BIOS AMD. C'est du coup la 1.0.8. Et vous voyez, par exemple, ça c'est ma carte mère, c'est la Crosshair 8 Formula. Bon, c'est mon PC qui est en maintenance, donc pas celui qui est derrière moi. Actuellement, elle a déjà eu le BIOS compatible pour juste lancer le BIOS et faire la mise à jour pour supporter ces nouveaux processeurs. Le BIOS qui les supportera pleinement, ce sera la mise à jour Agisa 1.1 pour ceux qui se demandent. Donc, vous pouvez aller sur le site de votre constructeur de carte mère, peu importe qui est MSI Gigabyte. Dans les changements, normalement, ils affichent la version Agisa qui est supportée par le BIOS. Et donc, vous pouvez regarder comme ça. Si vous avez déjà la 1.0.8, oui, vous pourrez aller dans le BIOS. Mais ce que vous attendez, évidemment, c'est la version 1.1. Donc, pour ceux qui achètent une carte mère, ces BIOS sont déjà sortis il y a un petit moment. Par exemple, là, ils sont sortis au mois d'août. Donc, il y a certainement certaines cartes mères qui fonctionneront directement. Mais ce n'est pas garanti. Donc, c'est ça que je vous dis. Faites attention au tout début, quand ils vont juste sortir, qui seront à peine sortis. Ce n'est pas garanti que toutes les cartes mères que vous pouvez trouver sur le marché seront directement compatibles. Il faudra une mise à jour au BIOS. Et ça, il y aura certainement les sites comme LDLC, tout ça, c'était ici que j'étais, non, c'était là. LDLC et tout ça font toujours un service de mise à jour de BIOS. Vous pouvez acheter le processeur ou vous pouvez acheter le processeur avec mise à jour de BIOS. Et si vous prenez une carte mère en même temps, ils vous mettent à jour le BIOS pour vous. Donc ça, ce serait votre... Pour être sûr, ce serait la meilleure manière. Mais honnêtement, si vous voulez pas vous embêter avec ça, je vous dirais de prendre une des nouvelles cartes mères qui va sortir. Asus en a déjà annoncé, je pense que les autres vont certainement en annoncer assez vite. Donc il y aura des nouvelles cartes mères vraiment faites pour ces processeurs-là. Si je fais un guide d'achat, je ferai certainement un guide d'achat ou autre chose quand les processeurs sortiront. Je vous préciserai quelle carte mère vous pouvez prendre sans crainte d'avoir un PC qui ne démarre pas littéralement. Il y a aussi un dernier truc que ça peut vous rassurer. Certaines cartes mères ont un BIOS flashback. Ça veut dire que vous pouvez flasher le BIOS sans même avoir de processeur installé techniquement. Et par exemple, c'est le cas d'Asus. Il me semble qu'il y a d'autres marques aussi qui l'ont. Et du coup, ça veut dire que vous pourriez flasher le BIOS sans même avoir le processeur qui fonctionne. Donc ça pourrait être une autre solution. Mais voilà, à vous de voir. Mais bon, le mieux, ce sera vraiment d'acheter une carte mère, une des nouvelles cartes mères, je pense. Parce que déjà, elles seront corrigées, elles seront normalement meilleures. Parce qu'elles sont plus raffinées. Les marques ont eu le temps de corriger certains problèmes qu'ils avaient avec les premiers modèles. Donc je pense que ce sera la meilleure alternative, honnêtement. Ils en ont profité aussi, du coup, une autre news à teaser un petit peu Big Navi. Donc Big Navi, c'est les remplaçantes. Donc c'est les Ryzen. Les RX 6000 aidaient. Donc ce sera 6700, 6900, 6800. On verra bien les noms. Et du coup, ils ont teasé un petit peu juste des chiffres de performance. Ils ont montré aussi un peu du gameplay, mais c'était pas intéressant parce qu'il n'y avait aucun commentaire d'FPS ni rien. Mais ils ont montré des chiffres de performance. Donc à prendre avec des pincettes, évidemment, parce que genre, on ne sait pas les conditions de test. Donc notamment Borderlands 3 tournait à 61 FPS. Vous avez Call of Duty Modern Warfare qui tournait à 88 et Gears of War qui tournait à 73.
4K, je tiens à te préciser les tests. Et il y en a qui ont déjà fait la comparaison par rapport à des 3080 et 2080 Ti pour voir qu'est-ce que ça donnait au niveau performance. Et en gros, c'est pas très loin d'une 3080, notamment dans Borderlands 3. C'était quelques mini% en plus. Dans Gears of War 5, la 3080 était meilleure, par contre, de pratiquement 10%. Et dans Borderlands 3, elle était meilleure de 2%. Et puis dans Gears of War 5... ah non, c'est encore un autre test d'une autre publication. Là, la différence était encore une fois de 10%. Donc, en gros, on se retrouvera avec une carte plus puissante qu'une 2080 Ti, selon ces benchmarks très spécifiques, hein, et sans savoir la configuration de test, encore une fois. On va recommencer cette partie. Ensuite, AMD en a profité pour teaser un petit peu Big Navi, qui va être annoncé le 28 octobre normalement, je vous rappelle, et qui est du coup leur nouvelle carte graphique, donc les RX 6000. C'est la même architecture d'ailleurs RDNA 2.0 que vous aurez dans les PlayStation 5 et les Xbox Series X et Series S. Donc c'est évidemment très intéressant parce que beaucoup de gens attendent de voir ce que ça donne par rapport à la nouvelle génération de justement cartes Nvidia. Donc ils ont montré des chiffres de performance. Alors ces chiffres de performance sont à prendre avec des grosses pincettes parce que on ne sait pas la configuration de test. Certainement, et c'est à peu près sûr, ça a été testé avec un de ces nouveaux processeurs Ryzen. Et on a vu que ces nouveaux processeurs Ryzen, dans certains jeux, étaient plus performants même qu'un 10900K. Donc, si on prend ces chiffres et qu'on les compare à, par exemple, ce que certaines publications ont déjà fait, des chiffres de publications qui ont testé la 3080 ainsi que la 2080 Ti, eux, ils ont testé avec un processeur Intel d'ancienne génération, certainement, le 10900K, qui, dans certains cas, était moins puissant que les nouveaux processeurs AMD. Donc, ça va prendre avec des pincettes. On ne sait pas vraiment si la différence sera comme ça ou si c'est dû aussi au processeur. Mais en gros, selon les tests, on a vu qu'il y avait, dans certains cas, où cette nouvelle RX 6000, qu'on ne sait pas encore le nom exact, était plus performante qu'un 3080 dans Borderlands 3 de 0,16%, pas grand-chose, mais quand même. Et dans d'autres jeux, elle était 10% moins performante. Et dans un autre jeu encore, c'était 2% de performance en moins. Et encore, et ça dépend un petit peu des publications, des fois c'était 2-3%. Mais en gros, elle serait entre une 2080 Ti et une 3080 en termes de performance. Selon ces chiffres, sans savoir quel processeur a été utilisé, sans savoir la configuration utilisée, ce serait ce qu'on verrait. Donc c'est évidemment assez intéressant parce que si ces cartes sortent à un bon prix, si elles sortent à 600€, juste en dessous de la 3080, ou même pratiquement 700€, parce que la 3080 coûte plus cher, parce que vous ne pouvez pas la trouver en stock, elles pourraient être intéressantes pour beaucoup de gens. Il faudra voir aussi le niveau de la quantité de RAM qu'ils vont mettre. Ça pourrait être une grosse différence, parce que, notamment, si AMD met 16 Go de RAM, ça vous donne une carte plus future-proof que la 3080 qui n'a que 10 Go, en quelque sorte. Mais ouais. Faudra voir. C'est juste un petit tease pour faire un peu parler d'eux et certainement aussi pour que les gens se disent je vais attendre l'annonce d'AMD quand même. Surtout qu'en plus, les 3070, ça c'est une autre petite news rapidement, les 3070 ont été décalés à la fin du mois pour ceux qui se demandent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a toujours aucune annonce. Donc ce sera à la fin du mois qu'on verra les 3070 arriver. Et du coup, ça veut dire que les gens vont avoir le temps de voir cette annonce AMD. Ce sera que l'annonce AMD avec les chiffres de performance d'AMD, mais ce sera quand même assez intéressant de voir. Donc ces cartes graphiques, certainement, s'ils sont annoncés le 28 octobre, on devrait les voir au mois de novembre, fin novembre peut-être. Donc c'est pas la date la plus proche, mais ça va encore. Je pense que honnêtement, si vous comptez acheter un PC, surtout dans le haut de gamme, parce que c'est pas les cartes milieu de gamme ni bas de gamme qui vont sortir en premier. Si vous comptez acheter un PC dans ce genre de prix, ce genre de performance que vous recherchez, juste attendez au moins la sortie des processeurs. Parce que vous pouvez mettre à jour l'entièreté de votre PC, mais juste garder votre ancienne carte graphique et puis juste la changer quand il y a quelque chose d'intéressant qui sort aussi. Ça, c'est tout à fait valable comme stratégie. Donc là, vous pourriez juste attendre la sortie des nouveaux Ryzen, les benchmarks, et puis juste vous décider à ce moment-là ce que vous voulez. Et puis après, attendre qu'une 3080 soit peut-être en stock ou une 3070, si elles sont intéressantes, d'en prendre une ou autre chose. Donc ouais, on verra bien, mais hop, juste du teasing.
Ensuite, vous avez PlayStation qui a sorti une vidéo de littéralement désassemblage de la PlayStation 5. Donc un petit peu comme l'avait fait Xbox, pour ceux qui se demandent, on a vu l'entièreté de l'intérieur de la PlayStation 5. Et il y a des trucs très intéressants. Donc, déjà, le premier truc que beaucoup de gens ont remarqué, elle est plutôt grosse. Alors, on ne sait pas si cet homme est plutôt petit, peut-être qu'il n'a pas une grande carrure ou autre chose, ou si c'est juste une énorme console. On peut en réalité se baser assez bien sur les ports USB, les ports HDMI qu'on voit à l'arrière, et c'est réellement une assez grosse console. On a aussi quelques specs où on a déjà les tailles de la console, hein, Sony les a déjà données, mais juste la voir à côté de quelqu'un, ça remet en contexte. C'est vraiment assez gros. Hein. Il y a des boîtiers Minitix pour faire des PC qui sont plus petits que ça, pour vous dire. Donc, c'est une très grosse console, mais c'est pas forcément une mauvaise chose selon moi, parce que si elle est grosse, c'est qu'il y a du meilleur refroidissement dedans et que vous aurez des meilleures performances, tout simplement. Donc là, on voyait d'ailleurs un petit peu l'USB Type-C à l'avant, on avait un petit peu l'arrière avec les autres USB, donc ça permet aussi de voir la taille de la console, parce que les ports USB, vous avez bien une clé USB qui traîne et vous pouvez être en mode « Ah ouais, ça me semble à peu près correct. » J'ai jeté ma clé USB sur mon tapis, j'espère que je ne l'ai pas abîmé. C'est pas grave. Donc, l'alimentation aussi qui rentrait. Donc, ça, il montre un petit peu le tour physique. Ça, c'est la base pour la mettre droite, pour ceux qui se demandent. Et puis, après, il commence littéralement à la démonter. Donc, il a enlevé le panel du côté. Et un truc qui était assez notable avec ce désassemblage, c'est qu'elle semble être plutôt facile à démonter. Donc ça, c'est une bonne chose si vous voulez la nettoyer. Il y a même des trucs très intelligents avec cette console. Notamment, il y a des trous à certains endroits qui collectent la poussière. Et comme ça, vous avez juste à nettoyer à cet endroit-là pour vous débarrasser de la poussière. Donc ça, c'était très intéressant. Selon moi, c'est une chose assez importante si vous voulez garder des bonnes performances. Donc vous voyez, c'est ces trous-là, si je me souviens bien. C'est là que la poussière va automatiquement se déposer. On avait aussi un truc assez intéressant, c'était le refroidissement qui est massif. Donc ça, c'est le ventilateur. C'est un ventilateur de 120 mm, 45 mm d'épaisseur et en mode blower. Donc c'est plus ça rejette l'air sur le côté plutôt que derrière le ventilateur. Donc pour information, la plupart des PC gamers que vous connaissez ont des ventilateurs de 120 mm, mais pas aussi épais. Donc c'est vraiment un très grand ventilateur qui devrait faire bouger beaucoup d'air, en espérant qu'il ne soit pas trop bruyant aussi. Hein. Bon, ça c'est l'autre truc assez important. Mais ça veut dire qu'ils ont pris très au sérieux le refroidissement, ce qui est une bonne chose. Hein, parce que le truc c'est que vous pouvez faire une très bonne console, mais si la console littéralement est trop chaude la plupart du temps, elle va se limiter en termes de performance, c'est un peu stupide, quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. On a vu aussi, alors tout ce qui est, vous voyez, toutes les fentes, c'est juste du plastique. Ça, c'est un peu dommage que ce soit pas un peu du métal pour participer à la dissipation de la chaleur. C'est juste du plastique, donc plus pour la décoration qu'autre chose. Ça permet aussi certainement l'air de sortir, mais bon. On avait du coup, voilà l'intérieur un petit peu, donc ça, c'est le Blu-ray, le lecteur Blu-ray, pour ceux qui se demandent. On avait un premier. Rien que ce petit radiateur est assez grand et c'est juste on le voit quand il l'enlève, c'est juste un radiateur pour, même pas forcément le processeur, ça a l'air d'être plutôt pour des puces mémoire ou autre chose. Donc si on va un petit peu plus loin, il va l'enlever, c'était à peu près là. Ça c'est les antennes pour le Wi-Fi, tout ça pour ceux qui se demandent. Il enlève ça, voilà, et c'est là que vous avez le radiateur avec, on l'a vu, une heat pipe qui court le long. Donc ça devrait certainement aider à refroidir l'arrière de la carte mère comme on le voit ici. Et déjà là, il y avait déjà un grand refroidissement. Mais si vous regardez le refroidissement maintenant de la puce AMD, donc qui inclut le processeur et la carte graphique, c'était juste énorme en fait. Donc si on regarde à peu près, là c'est la puce justement, on voit la mémoire autour d'ailleurs. Donc ça c'est toutes les puces mémoire autour. Donc c'était combien sur la PlayStation 5? C'était 16 Go si je me souviens bien. Il me semble. Donc ça c'est les puces mémoire toutes situées autour. Voilà. Ah bah tiens, justement les mettre. 16 Go, oui. Je ne me trompe pas du coup. C'est nice. Et un truc assez intéressant, du coup, ils vont le montrer maintenant ou c'est d'abord le refroidissement qu'ils montrent? Ouais, c'est ça. La PlayStation 5 utilise du liquide métal. Genre du métal liquide. Donc ça, c'est un métal, je ne sais plus le nom exact en français, mais c'est un métal qui devient liquide à température ambiante. C'est-à-dire que si vous le laissez là, dans une pièce normale, il est liquide. Et donc, l'avantage, c'est que, comme c'est du métal, il transfère extrêmement bien la chaleur. Alors, par contre, il a des désavantages, notamment le fait que c'est un métal, donc il est conductible. Donc, ça veut dire que s'il arrive à se faufiler en dehors de là où il peut causer beaucoup de dégâts. Donc, c'est pour ça que vous avez
cette protection autour, cette mousse, un petit peu de protection autour qui va empêcher le liquide métal de sortir. Donc c'est pour ça que vous le voyez, pour ceux qui se demandent. Donc c'est vraiment... Le liquide métal, c'est quelque chose de très avancé pour information. Il y a très peu de gens qui l'utilisent dans des PC. C'est vraiment très spécifique. C'est aussi très compliqué à appliquer correctement parce que, genre, c'est pas comme la pâte thermique, vous mettez au milieu, puis pouf, vous mettez le radiateur, c'est bon. Non, là, il faut l'appliquer au préalable sur la surface à refroidir. Il faut l'appliquer sur le radiateur aussi, et puis seulement les mettre. Et si vous n'avez pas une bonne application, vous aurez des problèmes. Donc, ouais, c'est vraiment très compliqué. Il me semble que jusqu'à maintenant, il n'y a que Asus qui commence à faire des ordi portables, notamment les Zephyrus, les tout petits, vraiment les Ultrabook haute performance. Ils ont seulement commencé à mettre justement du liquide métal dedans pour le mieux les refroidir, mieux transférer la chaleur, en tout cas de la puce, vers le radiateur. Et ils ont aussi un processus qui applique automatiquement. Donc il n'y a que Asus pour le moment qui avait un truc similaire. Et le truc, c'est là, Asus va en fabriquer beaucoup, certainement de ses ordi portables, mais Sony va fabriquer beaucoup plus de PlayStation 5. Et du coup, c'est assez étonnant de voir qu'ils prennent quelque chose d'assez complexe en réalité au niveau montage pour un produit qu'ils vont vendre par millions, mais vraiment par millions chaque année. C'est vraiment étonnant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les gens qui vont recevoir les premières PlayStation 5, qui vont les démonter, voir si c'est bien appliqué, notamment des reviews hardware et tout ça. Et j'ai hâte de voir aussi si peut-être Sony va montrer comment ils font, parce que ça pourrait être assez intéressant. Du coup, on va revenir sur ce radiateur. Je sais plus si il le montrait normalement, il faudrait que je le retrouve là. Le refroidissement. Il est énorme, il est vraiment énorme. Donc vous avez des heat pipes qui partent de là où il faut refroidir et juste plein de surfaces de refroidissement. Honnêtement, il y a assez de surfaces de refroidissement là-dedans pour refroidir une carte graphique haut de gamme, vraiment. Surtout vu la taille du ventilateur. Donc c'est massif comme refroidissement. Donc normalement, et Sony l'a précisé, il voudrait avoir que la console puisse booster le plus possible. Donc ça veut dire qu'elle est tellement bien refroidie qu'elle fonctionne à la fréquence la plus haute possible. Et donc offre les meilleures performances possibles. Et j'espère que ce sera le cas. Honnêtement, c'est comme j'ai dit, beaucoup trop de consoles par le passé sont anémiques, vraiment, elles sont mal refroidies et ça gâche les performances de la puce, au point même que certaines personnes, juste en les mettant au bon endroit, à côté d'une fenêtre ouverte ou autre chose, peuvent avoir plus de performance dans des jeux. Vraiment, ils peuvent passer d'un jeu qui lag à un jeu qui tourne plutôt bien, juste en la mettant à un endroit bien refroidi, parce que elle est mal refroidie, tout simplement. Donc, yep, c'est une bonne chose, ça. Et c'était honnêtement à peu près tout. Il y avait l'alimentation et tout ça, et c'est la console toute démontée. Et honnêtement, elle a l'air pas hyper compliquée à démonter. Bon, après, avec le liquide métal, je tiens vraiment à faire une mise en garde ici pour ceux qui voudraient la démonter. Le liquide métal, ça va être... Ouais, des fois, si vous le démontez, il faut faire attention qu'il ne coule pas autre part ou autre chose, parce que vous pouvez faire de très gros dégâts. Et si vous décidez de le nettoyer pour mettre autre chose, il faut le nettoyer correctement. On va certainement voir aussi d'ailleurs des chaînes hardware qui vont tester ça, c'est de mettre de la pâte thermique haute performance à la place du liquide métal, voir s'il y a une grosse différence dans les performances dans les jeux. Ça pourrait être assez intéressant. Mais bon, dans tous les cas, c'était le teardown de cette PlayStation 5. Ensuite, du côté Microsoft et Xbox, on a aussi une news un petit peu sur les cartes d'extension justement des consoles série X et série S. Donc, c'est ces cartes que vous pourrez mettre juste à l'arrière de la console pour étendre le stockage, donc par 1 Tera certainement. Donc là, justement, on a vu un modèle d'1 Tera de Seagate qui est vendu officiellement, c'est officiel accessoire Microsoft. Donc, vous l'achetez par exemple sur le site de Microsoft, on le voit, vous pouvez le précommander là. Et il vaudrait 249 € pour 1 Tera. Alors, certaines personnes vont être en mode, ouh, c'est cher, c'est la moitié du prix, ou c'est pratiquement le prix d'une série S. Mais honnêtement, pour un SSD PCI Express, parce que c'est pas un simple, c'est pas un disque dur ou autre chose, c'est pas un SSD même SATA, c'est un SSD haute performance PCI Express, ça va encore, ça va même largement. Il y a des SSD 1 Tera, les moins chers que vous pouvez trouver en PCI Express 3.0, c'est 130 €, et en PCI Express 4.0, c'est 200 € que vous devez payer pour avoir 1 Tera. Donc c'est au final plutôt raisonnable niveau prix. En plus, c'est une upgrade facile. C'est juste littéralement vous achetez ça, pop à l'arrière, fini. Certainement juste aller dans le menu et dire oh, format là ou je ne sais quoi. Mais yep, c'est hyper facile. Et donc, yep, je suis assez impressionné.
Certaines personnes, encore une fois, vont dire c'est cher et tout ça, mais la mémoire coûte cher. C'est là un peu la nature des choses. Et puis, ils se font certainement une petite marge dessus, hein. Évidemment, c'est Microsoft. Mais bon, je pense que ceux qui en tireraient le plus peut-être d'argent, s'ils en sortaient eux-mêmes, ce serait EA, hein, avec, non, plutôt Activision, avec notamment tous les Call of Duty qui prennent 250 gigas d'espace. Mais bon, bref, c'est une bonne manière d'upgrade et honnêtement, le prix est raisonnable, encore une fois. Donc ouais, intéressant. Ensuite, nous avons la suite de l'histoire Apple, Epic, un petit peu. Microsoft a annoncé qu'ils voulaient mettre à jour justement leur store, donc on parle ici du Windows Store sur Windows, pour qu'il soit plus respectueux des développeurs, donc certainement des prix plus intéressants pour eux, une part moins importante retenue par Microsoft quand ils vendent une application, tout simplement, parce que je vous rappelle que actuellement Google et Apple prennent 30% de vos revenus si vous sortez une application qui utilise leur système de paiement et vous êtes obligé de l'utiliser pratiquement. C'est beaucoup d'argent. Hein. Si vous utilisez à peine les services d'Apple ou de Google, c'est vraiment même limite honteux. Et donc, ils veulent faire des efforts là-dessus. Donc, ils sont un petit peu aussi d'ailleurs associés à Epic Games là-dessus. Donc, ça fait un petit peu... c'est un peu Microsoft qui fait un fuck à Apple, littéralement. Et qui lance un petit peu encore plus le débat. Il y a Google d'ailleurs qui a donné un petit peu des nouveautés là-dessus. Donc Google ne va certainement pas revenir en arrière sur les 30%. Par contre, ils ont indiqué qu'ils faciliteraient l'arrivée de stores custom d'autres constructeurs. Par exemple, si vous achetez un téléphone Samsung, vous avez le Galaxy Store préinstallé, donc ça va. Mais si vous êtes sur un téléphone d'une autre marque et que vous êtes en mode « Ah, je veux le Galaxy Store », que vous pouvez installer, hein, le truc c'est que pour l'installer, vous pouvez pas juste aller sur le Play Store le prendre. Vous devez désactiver une option de sécurité qui empêche d'installer des applications en dehors du Play Store et l'installer comme ça. Et le problème, c'est que pour beaucoup de gens, c'est un peu du bricolage et ça leur fait peur, tout simplement. Genre, ils ont l'impression de faire une chose qu'ils ne devraient pas faire. Donc là, Google a indiqué aussi qu'ils allaient faire en sorte que installer un store custom, certainement prévalidé par Google, sera plus facile. Donc peut-être que vous n'aurez pas besoin de littéralement désactiver une option de sécurité importante, que vous pourrez juste aller sur le site d'un constructeur de, par exemple, Samsung ou Epic, et juste dire, je veux installer le store custom, vous appuyez, et puis vous avez peut-être votre téléphone qui vous dit, hey, vous voulez installer le store custom Epic, il a été validé par Google, êtes-vous sûr? Le Google Play Store peut-être vous suffit, ils vont peut-être faire un message pour inciter les gens de peut-être pas le prendre, mais en tout cas, faciliter la chose, et juste, vous pouvez l'installer rapidement. Et là, ça voudrait dire que, justement, Epic, s'ils ne veulent pas payer les 30%, peuvent sortir leur propre store et juste être tranquille. Et là, ils payent 0%. Et ils sont encore mieux, du coup. C'est pas évidemment parfait parce que selon moi, Google devrait diminuer les 30%. C'est un peu ridicule. Ou ils devraient rajouter des conditions spéciales. Ou... Le truc, c'est qu'ils essayent d'être équitables pour tout le monde, dire tout le monde est à 30%. Mais en fait, comme on l'a vu avec Apple, tout le monde n'est pas à 30%, notamment Amazon Prime n'est pas à 30%. Eux, ils sont à 15% sur Apple et tout ça, même sur Google, il me semble. Donc, il y a déjà pas d'équitabilité entre les différents développeurs. Donc, autant y aller à fond. Autant dire, OK, si vous êtes une petite application et que vous utilisez vraiment nos services pour être connu, oui, vous payez 30%. Mais si vous êtes une grosse application et que vous pouvez justifier que vous amenez, peut-être c'est selon d'où viennent les gens pour installer l'application. Si quelqu'un vient sur le Play Store et qui dit Spotify et qui cherche Spotify, qui va la chercher directement, là, Google, selon moi, ne devrait pas prendre 30% parce que clairement, la personne savait ce qu'il cherchait. Par contre, si quelqu'un tape musique et puis qui tombe sur Spotify, il se dit Spotify, ça a l'air pas mal, et qu'il le télécharge à ce moment-là, là, on pourrait argumenter que peut-être Google mérite leurs 30%, même si selon moi, c'est beaucoup de 30% pour juste mettre en avant un petit peu une application. Mais bon. Bref, on verra ce que ça donnera. La situation continue d'évoluer. C'est évidemment un sujet très intéressant. Il y a beaucoup d'applications pour vous, parce que littéralement, vous avez certainement peut-être déjà acheté une application. Je ne dis pas que vous en achetez souvent ou des grosses applications, mais vous avez peut-être déjà acheté au moins une petite application qui valait quelques euros. Mais dites-vous que 30% de ce que vous avez payé a été dans la poche de Google ou de Apple. Donc c'est quand même pas rien. Donc si on pouvait améliorer ça, ce serait quand même génial. Ensuite, on a une news au niveau de Microsoft qui a sorti le Surface Laptop Go. Et d'ailleurs, ma cam avait freeze, donc j'espère qu'elle n'avait pas freeze pendant la news d'avant. J'ai juste remarqué maintenant, donc voilà, bref. Si vous l'avez vu que j'étais en mode et que je bougeais pas, c'est normal.
Ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, ils ont annoncé le Surface Laptop Go. C'est une version. Donc, les versions Go, c'est souvent les versions plus cheap pendant que j'ai une notification justement, par exemple, de la Surface. C'est ce qu'on avait avant, la Surface Go. C'est des specs souvent pas les plus intéressantes. Surtout la Surface Go, elle était vraiment pas intéressante. La Surface Laptop Go est déjà un peu plus intéressante, surtout dû à son processeur, qui est techniquement dépassé d'ailleurs. Donc, c'est un Core i5 10035G1. Donc oui, Intel a annoncé la nouvelle génération. Donc par exemple, il y aura des i5 11035 G1 techniquement, qui seront du coup plus puissants. Vraiment, c'est une bonne upgrade. Du coup, là, oui, vous êtes avec un ancien processeur. Mais encore, vous dites, ok, c'est un laptop, un ordi portable qui va coûter $549. On verra le prix en euros après. Ça peut encore aller d'avoir un processeur d'ancienne génération. Même si il faut tenir compte qu'il y a aussi des processeurs AMD qui existent dans la même catégorie. Notamment, vous avez le Ryzen 5 4500U, qui est un processeur 15 watts très peu énergivore, qui a 6 cœurs, une partie graphique plus puissante que ça, et qui est disponible à l'heure actuelle. Vraiment, ils auraient pu concevoir cet ordi portable avec, sans aucun problème, et ils l'ont pas utilisé. Donc ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, le reste, qui est encore plus dommage, c'est 4 Go de RAM, 64 Go de stockage eMMC. C'est vraiment bof. Les 4 Go de RAM, selon moi, je vais mettre très honnête. C'est comme j'ai déjà dit plein de fois avec les ordi portables. Un ordi portable qui coûte plus de 1000 € avec seulement 8 Go de RAM, c'est une honte et ça ne devrait pas exister. Un ordi portable avec Windows maintenant, je le dis vraiment, même pas de prix. Hein. Vous avez un ordi portable avec Windows, avec seulement 4 Go de RAM, ça ne devrait plus exister en 2020. La RAM ne coûte rien du tout. Je ne sais pas pourquoi ils continuent de faire ça. Enfin, si, je le sais. C'est parce que c'est division artificielle de gamme. Donc, ils font un modèle à 4 Go de RAM, ils font un modèle à 8 Go de RAM. Il y en a un, justement, qui existe avec 8 Go de RAM et 128 Go de SSD, qui coûte $609. La plupart des gens vont prendre ce modèle-là parce que c'est le vrai modèle que vous devriez prendre si vous êtes vraiment intéressé par ce produit. Et du coup, c'est une honte, selon moi. Donc, je vais continuer de le dire pour que ce soit vraiment dans la tête de tout le monde et que si vous avez, si vous voyez une annonce d'une marque qui dit oh 4 Go de RAM ou 8 Go de RAM, notre nouvel ordi portable à 1200 €, 1800 €, que vous dites vraiment non, c'est pas respectueux parce que le truc c'est que 8 Go de RAM, combien coûte 8 Go de RAM, vous croyez, pour un ordi portable? 40 €. Pour vous, si vous allez sur un site de vente, que vous payez la TVA, que vous payez la marge du vendeur, 40 €. Donc combien ça va coûter pour Microsoft qui peut en acheter littéralement par dizaines, centaines de milliers, qui ne paye pas la TVA forcément et qui ne paye pas la marge de certains vendeurs? 15 €? Franchement, ça va coûter 15 € pour eux. Donc ouais, un ordi portable qui fait tourner Windows avec seulement 4 Go de RAM en 2020, l'acheter en 2020 en tout cas, si vous l'avez déjà depuis quelques années, voilà. Mais si vous l'achetez en 2020, c'est une honte. Ça ne devrait même plus exister. Franchement. Et encore une fois, 8 Go de RAM au-dessus de 1000 €, ça ne devrait pas non plus exister. Je dirais même au-dessus de 900, 800 € maintenant, ça ne devrait même plus exister. Mais bon, bref. C'est vraiment fait pour restreindre les gens, pour les forcer à prendre le plus grand modèle. Du coup, la mémoire eMMC aussi, c'est un peu une honte parce que c'est pas très rapide. 64 Go, c'est rien. Donc, la raison d'existence de cet ordi portable, pour ceux qui se demandent, c'est les écoles. C'est un concurrent au Chromebook. Le problème, c'est que les Chromebooks coûtent littéralement un tiers du prix, bien souvent. Allez, la moitié du prix si vous voulez un Chromebook avec des specs raisonnables et avec une construction respectable. Donc, la moitié du prix, et vous avez littéralement, genre, un peu la même expérience parce que les Chromebooks sont très légers. Ils font c'est juste du web, c'est juste Chrome OS, donc c'est juste un navigateur. Mais vous avez aussi des applications hors ligne que vous pouvez utiliser pour faire du traitement de texte et tout ça. Pour les écoles, pour papy mamie qui veulent juste regarder leur mail, c'est largement suffisant. C'est mieux que cet ordi selon moi. Maintenant, il y a quand même un cas d'utilisation que je vois et c'est pas vraiment pour vous qui pourraient aller acheter cet ordi. C'est plus pour les écoles qui veulent en acheter plein, qui ont un prix de groupe, parce que Microsoft, c'est souvent des gros prix de groupe qui rendent ce genre d'ordi très intéressant. Donc peut-être qu'ils vont les vendre 300, 400 € l'unité à certaines écoles. Donc ça pourrait être assez intéressant. Et là, ce qui est bien, c'est que le processeur est plutôt bon pour ça.
Il a une bonne partie graphique et du coup, vous pourriez l'utiliser vraiment pour des applications éducatives qui requièrent quand même un peu de puissance 3D. Parce que les Chromebooks, pour ça, ils sont vraiment mais si vous voulez juste faire par contre du traitement de texte et tout ça, ouais, Chromebook reste un champion. Et surtout au niveau batterie, les Chromebooks durent 20 heures certains. C'est énorme. Donc ouais, et pour ceux qui se demandent le prix en euros, qui cassent encore plus ce truc-là, 629 €. Le modèle de base, avec les specs que vous ne devriez clairement pas prendre, yep, c'est vraiment pas bon. Donc ouais, intéressant, mais pas pour tout le monde. Et il aurait pu être mieux s'il utilisait genre un processeur un peu plus moderne aussi. Mais bon, ça c'est encore une autre question. Une autre petite news en rapport avec ça, c'est le fait que Windows 10, qui tourne sur ARM, donc notamment avec la Surface X, il y a d'ailleurs une nouvelle Surface X2 techniquement, qui a été annoncée avec une nouvelle puce SQ2 de Microsoft. Et elle coûte hyper cher. Genre elle coûte 1400 € je crois sur le site Microsoft à l'heure actuelle, et c'est basiquement un iPad Pro, franchement. Même au final, c'est incroyable à dire, mais l'iPad Pro vaut largement plus le prix, ou beaucoup plus intéressant au niveau prix. Et pourtant, l'iPad Pro est cher quand même. Donc ouais, la Surface X là, vraiment pas très intéressante selon moi. Surtout le nouveau modèle qui coûte encore plus cher. Je sais même pas pourquoi ils ont augmenté le prix, quoi. Mais du coup, la nouveauté ici, c'est que Windows 10 qui tourne sur ARM pourra bientôt émuler les applications en x64. Et ça, c'est assez notable parce que jusqu'à maintenant, si vous aviez Windows qui tourne sur ARM, notamment avec la Surface X première génération, vous pouviez que faire tourner des applications 32 bits. Et du coup, le truc, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications qui n'existent même plus en 32 bits. Donc, c'est évidemment un très gros problème. Donc là, 64 bits sera supporté, c'est émulé, donc ce sera pas parfait. Vous allez faire tourner des programmes qui vont complètement laguer et ce sera pas très intéressant. Donc ouais, franchement, je vais être très honnête, moi la Surface X, je ne comprends pas sa raison d'existence. Enfin, je peux comprendre. C'est un peu comme la transition que veut faire Apple vers justement ARM, sauf que Apple le fait selon moi d'une manière plus intéressante, et surtout Apple a des puces très puissantes aussi. Cette puce SQ1 plutôt et SQ2 sont très puissantes, hein, franchement. Pour des puces ARM, franchement, vous auriez dans un téléphone portable ou même une tablette, elles seraient très puissantes. Genre une petite tablette, je parle. Mais pour ce prix-là, genre on parle de 1400 €, 1600 € pour des specs qui sont pas non plus incroyables, franchement. Non, juste évitez. Franchement, évitez pour le moment. Vous payez vraiment la taxe de la personne qui utilise une technologie en cours de création. Et ce sera peut-être intéressant dans le futur, mais pour le moment, juste évitez. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Tech Ça Marche aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Tech Ça Marche. Et je vous dis à tous.